Et j'invite à nous rejoindre les intervenants de la deuxième séquence. J'appelle François Dupuis, Patrick Weiten, Laurent Gebler, Patricia Citruc, Alain Grevaux, Jean-Michel Rapina et Catherine Sultan. Ça bouge là. Je vous propose que nous poursuivions tout de suite nos réflexions. J'invite les intervenantes et les intervenants à s'installer. Et cette séquence, au fond, on a été davantage sur la séquence précédente sur la question du constat. En quoi le temps est décisif dans nos approches. Et là, nous allons être plutôt sur le temps de la proposition. Et au fond, chacun de la place où il est va faire un certain nombre de propositions. Alors on va un peu modifier la manière dont on avait prévu initialement pour essayer de tenir dans le temps. On avait prévu de poser 2 questions à chacun des intervenants après le témoignage de François Dupuis, mais nous poserons qu'une seule question à chacun des intervenants. Alors, François Dupuis, vous êtes psychosociologue des organisations, vous êtes, non pas du tout, sociologue des organisations, pardon, professeur de management, et vous avez publié notamment vos 2 derniers ouvrages, mais vous en avez publié beaucoup plus. C'est Lost in Management, et le dernier, c'est La faillite de la pensée managériale. La première question que je souhaiterais vous poser, c'est au fond, on a parlé tout à l'heure de l'accélération du temps, on a parlé de la question du court terme. Est-ce que vous constatez aussi cela dans les organisations que vous traversez? Et est-ce que vous constatez que ces organisations s'adaptent à cette évolution majeure de notre société? Alors il faut prendre le micro le plus près possible du haut. M'a-t-on... Bien, bonjour à tous. Juste avant de répondre à votre question, monsieur, je voudrais peut-être préciser une chose, c'est que moi, je ne travaille absolument pas dans vos domaines. Donc, je ne peux pas prendre d'exemple ou dire quoi que ce soit qui se réfère aux choses que j'ai entendues tout à l'heure, qui par ailleurs étaient, pour moi qui ne connaissais pas, passionnantes. Alors, quand vous me demandez si les organisations s'adaptent, ça dépend sur quelle dimension vous voulez que l'on juge de l'adaptation des organisations. Elles sont d'un certain point de vue, puisque moi je travaille surtout sur le domaine des entreprises, bien obligées de s'adapter pour une raison, c'est qu'elles ont découvert que ce que les anglo-saxons appellent too big to fail, c'est-à-dire trop gros pour mourir, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et donc, quand on regarde le panorama des entreprises, on s'aperçoit que la capacité qu'elles ont à mourir est extrêmement importante. D'ailleurs, pour prendre un exemple français, essayez dans cette salle de vous souvenir quelles étaient il y a 15 ans les principales grandes compagnies d'assurance françaises et essayez de voir aujourd'hui où elles sont et ce qu'elles sont devenues.
L'UAP n'existe plus, le GAN n'existe plus, le secours n'existe plus. Bref, elles ont disparu. Donc de ce point de vue-là, l'adaptation est quelque chose d'absolument essentiel qui conditionne la survie même, en particulier de toutes celles qui sont sur le secteur marchand. Parce que dans le secteur marchand, la plupart du temps, on travaille sans aucun filet de rattrapage. Maintenant, je vois bien qu'il y a dans votre question une deuxième dimension. C'est de se dire, est-ce que cette activité que l'on appelle le management, alors je n'ai pas de réponse plus simple ou de définition plus simple à donner du management. Le management, ça consiste à obtenir des gens qu'ils fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Voilà. Je n'ai pas de définition plus simple que ça à donner du management. Et alors, si vous me dites, est-ce que le management change beaucoup pour s'adapter, je sais pas, aux nouveaux entrants sur le marché du travail, pour s'adapter, par exemple, à tout ce que l'informatique a apporté? Ma réponse serait de vous dire non. Si on regarde les entreprises, et là je continue à parler du secteur privé, si on regarde le mouvement des entreprises aujourd'hui, le management a plutôt tendance à régresser vers le passé qu'il n'a tendance à créer des formes nouvelles. Les formes nouvelles de management, comme ce qu'on appelle l'entreprise libérée, comme ce qu'on appelle l'holacratie, des choses comme ça, restent aujourd'hui des choses relativement anecdotiques. Mais sous la pression des événements, les entreprises ont plutôt tendance à faire régresser le management vers des formes que j'appelle moi coercitives, c'est-à-dire vers des formes dans lesquelles on essaie d'obtenir ce que l'on veut des gens beaucoup plus par la coercition que par tout autre moyen qui serait disponible en matière de management. Au fond, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, Monsieur Dupuis, effectivement, vous disiez, je ne suis pas un spécialiste des administrations, mais quand on a échangé, on s'est rendu compte qu'au fond, beaucoup de choses que vous décriviez nous semblaient assez proches de ce qu'on pouvait observer dans les organisations publiques, et notamment dans les collectivités territoriales. Et par exemple, la question qu'on a envie de vous poser, c'est... parce qu'on a effectivement échangé sur cette dérive et on a l'impression qu'elle est aussi transposable dans le secteur public, est-ce qu'à force de vouloir optimiser les process, on n'a pas complexifié la lisibilité? Est-ce qu'on ne rallonge pas le temps de la décision dans les nouvelles organisations? Et est-ce qu'au fond, on ne dilue pas la responsabilité? C'est-à-dire que plus personne n'est tout à fait comptable du résultat. Bien, je vous propose qu'on y consacre les 2 heures à venir. Compte tenu des questions que vous posez, d'abord, vous dites, c'est vrai, je ne travaille plus sur l'administration, mais dans ma jeunesse, quand j'étais au CNRS, j'ai commencé par travailler sur les administrations publiques. Je me souviens, c'est loin, avoir publié une sociologie de l'administration française, de la même façon qu'un livre marrant qui s'appelait L'administration en miettes. Alors, ce que je voudrais dire, pour manier un peu le paradoxe, c'est que très souvent, les administrations, puisque néanmoins je continue à avoir des contacts avec elles, les responsables des administrations me disent « Ah, mais ce serait bien si on arrivait à faire travailler nos administrations comme le secteur marchand. » Et moi, j'ai toujours tendance à leur répondre « Faites très attention, les entreprises du secteur marchand ont plutôt tendance à régresser vers les modes administratifs. Et donc, plutôt que de chercher à copier les entreprises du secteur privé, vous feriez mieux d'inventer vos propres modes de management. Parce que, et je vais venir à la deuxième partie de votre question, qu'est-ce que c'est que le modèle coercitif dont j'ai parlé et qui est aujourd'hui dominant dans les entreprises, à tel point que les dirigeants le comprennent, mais ne savent pas trop quoi faire. Ce que j'appelle le modèle coercitif, c'est les 3 façons que les entreprises ont trouvées pour essayer de mettre sous un contrôle le plus strict possible ce que font les gens. C'est d'une part la multiplication des process, d'autre part la multiplication des indicateurs de performance et enfin la multiplication des systèmes de reporting. C'est ce que j'appelle moi quelquefois le trio infernal du management. Alors, on voit bien quelle est la logique qu'il y a derrière ça. Et je le dis parce que ça peut avoir, pour tous ceux d'entre vous qui travaillent sur ces logiques de process, ça peut avoir une importance capitale. Quand vous
vous donnez une importance uniquement au process. Est-ce que vous êtes sûr que les gens ont bien fait les choses telles qu'elles étaient écrites? Ça veut dire que votre organisation fonctionne sur une logique du comment. On s'assure que les gens ont fait les choses comme elles doivent être faites. Et elles doivent être faites. Et plus vous fonctionnez sur une logique du comment, et plus la logique du résultat devient secondaire. C'est quelquefois dans les entreprises ce que l'on appelle les indicateurs pastèques. Alors, je vais vous expliquer ce que sont les indicateurs pastèques. Vous avez remarqué qu'une pastèque, c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Eh bien, si vous n'êtes axé que sur les process, à chaque fois que vous faites le point sur l'avancement d'un projet, c'est vert, puisque tout le monde a bien suivi le process tel qu'il était écrit. Et puis au moment où on arrive au résultat, on ouvre la pastèque. Et alors là, ça devient rouge, parce que malgré que tout le monde ait suivi les process tels qu'ils étaient prévus, le résultat final peut être complètement absurde. Donc, de ce point de vue-là, la croyance qu'une organisation peut fonctionner suivant ses propres règles est une croyance ou bien naïve ou bien manipulatoire. Je vous laisse le choix. D'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on découvre que les organisations, ça ne fonctionne pas suivant leurs process, leurs indicateurs ou tout ce que vous voulez, toutes ces choses inutiles que l'on multiplie, puisque je rappellerai à l'assistance quelque chose qu'elle sait déjà, c'est qu'en français, ce que l'on appelle la grève du zèle, c'est quand les gens cherchent à appliquer les règles, et toutes les règles. Voilà. Donc ça veut dire que comme tout le monde n'est pas tous les jours en grève du zèle, ça veut dire que tous les jours, les gens se débrouillent pour ne pas appliquer ces règles. Et d'ailleurs, nos amis anglo-saxons, qui sont des gens plus pratiques et plus pragmatiques que nous, appellent une grève du zèle « working to rule », c'est-à-dire travailler suivant la règle. Travailler suivant la règle, en anglais, ça veut dire être en grève. Voilà. Donc je vous laisse juge. Et le fait que tout le monde, ce qui moi personnellement, est-ce que je vais dire que ça m'étonne encore à 68 ans? Non. Mais peut-être me fait sourire, c'est que ce que je viens de dire, tout le monde le sait. Mais ça n'empêche personne de produire toujours plus de process, toujours plus de règles, toujours plus d'indicateurs, tout ce que vous voulez, pour une simple raison, c'est que ces process ou ces règles ne sont pas émis pour résoudre des problèmes, ils sont émis pour couvrir ceux qui les émettent, ce qui n'est pas la même fonction. Et quand on observe les administrations publiques, notamment les collectivités territoriales, on peut observer une certaine passion pour les réorganisations, c'est-à-dire pour la structure. Et au fond, Monsieur Dupuy, vous venez de dire, et peut-être que vous allez aussi continuer sur cette veine-là, que la structure c'est une chose, mais l'organisation, c'est la manière dont elle fonctionne, c'est autre chose et c'est pas magique. Et au fond, quelle préconisation feriez-vous? Alors, d'abord, la passion pour les réorganisations, elle ne concerne pas spécialement les collectivités territoriales, hein, elle est universelle. Ne serait-ce que parce que quand quelqu'un arrive dans une responsabilité, il se dit qu'il doit, pour marquer son territoire, obligatoirement changer ce qu'il y avait précédemment. Si vous voulez, c'est un peu comme les politiques. J'étais très frappé, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un politique qui était interviewé et le journaliste lui dit « Oh, ben on n'entend pas beaucoup parler de vous ». Et le politique a répondu avec beaucoup d'ingénuité « Mais c'est parce que je n'ai pas encore fait ma loi ». C'est-à-dire que le critère d'évaluation du politique, c'est faire une loi. Et alors après, on se dit que quand même, on a beaucoup de lois dans ce pays. Et forcément, puisqu'on a beaucoup de ministres. Donc, on a beaucoup de lois. Donc, ce que je voudrais dire sur... Je vous remercie du fond du cœur d'applaudir les basiques de la sociologie. Alors... Ce que je voudrais dire sur ce que vous venez de mentionner, vous avez raison, monsieur. Chaque fois, par contre, que n'importe quel organisme, public ou privé, et je répète, public ou privé, dit on va se réorganiser, il va dire on va changer nos structures. C'est ça que cela veut dire. Ça veut dire qu'on réduit l'organisation à sa structure. Mais là aussi, j'ai envie de dire, c'est d'une naïveté coupable. Comme autant je disais tout à l'heure qu'une organisation, ça ne fonctionne pas suivant ses règles,
Autant si on tire le fil et c'est la même chose, ça ne fonctionne pas suivant ces structures. Donc vous pouvez avoir 20 structures différentes et exactement le même fonctionnement derrière. Donc, quel serait, puisque vous me posez la question, quel serait le conseil qu'on pourrait donner? Alors, donner le conseil, bon, bref, il y en a quand même un qu'on pourrait donner. C'est, au lieu de s'intéresser à cette abstraction qui est une structure, alors ça fascine tout le monde, les structures, tout le monde se demande, oui, lui, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est dans la structure? Parce qu'on a toujours le sentiment que plus on monte dans la structure, et plus on est important et on a de pouvoir. Ce qui là aussi est une illusion d'optique, parce que si c'était vrai, on aurait du mal à m'expliquer pourquoi, par moment, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on lui donne une promotion. Donc ça veut dire que c'est encore une fois une belle illusion d'optique. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser à la réalité? Eh bien, ça veut dire que derrière les structures, derrière les règles, derrière les procédures, il y a ce que font les gens, il y a la façon dont ils se débrouillent, il y a la façon dont ils résolvent leurs problèmes. Pour revenir sur un thème que vous avez abordé tout à l'heure et qui me faisait très plaisir de vous l'entendre aborder, mais j'aurais dit un certain nombre de choses, la façon dont ils coopèrent ou ne coopèrent pas. Bref, derrière la structure, il y a ce que font les gens. Eh bien, si vous voulez comprendre le fonctionnement d'une organisation, ce n'est pas en regardant la structure que vous la comprendrez, c'est en essayant de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et de ce point de vue-là d'ailleurs, et j'en suis ravi, la sociologie des organisations nous offre des méthodologies qui permettent de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, donc comment marche une organisation. Et j'ajoute un dernier mot, ça a une conséquence extraordinairement forte en matière de changement, c'est que si une organisation se réduisait à la structure, pour changer une organisation, il suffirait de changer la structure, ce qui n'est pas très difficile, et de mon expérience, changer les structures, ça inquiète surtout les chefs, parce qu'ils ont toujours peur qu'on leur bouffe une partie de territoire. Mais si vous comprenez qu'une organisation, c'est fait de ce que font les gens, alors changer une organisation, c'est changer ce que font les gens, ce qui est autrement plus difficile que changer des structures. Monsieur Dupuy, une dernière question. Dans vos ouvrages, vous utilisez les mots, je ne les ai pas entendus encore, simplicité et confiance, tout simplement, dans le management. Est-ce que ce n'est pas à cela qu'il faut revenir? Alors, merci de poser cette question, qui est une question extrêmement difficile, parce que plus vous avez tricoté une bureaucratie, moi, j'emploie ici le mot bureaucratie au sens sociologique, c'est-à-dire une organisation justement qui est faite par des process, par des règles, par des procédures, etc. Et plus c'est difficile à détricoter. Alors, c'est d'autant plus difficile à détricoter que l'observation sociologique manque un phénomène qui n'est étonnant qu'en apparence. C'est que quand vous dites, par exemple dans une entreprise, mais quand même vous avez beaucoup de process, c'est terrible, tout le monde est d'accord avec vous. Et parce que personne ne comprend le propre rôle qu'il ou elle a pu jouer dans l'émission de ces process. C'est-à-dire chacun pense que c'est les autres services ou les autres personnes qui les ont émis. Donc c'est très 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 difficile de ce point de vue-là, d'abord de leur faire, ou alors c'est la faute de l'actionnaire. C'est l'actionnaire qui l'exige, ou c'est le régulateur extérieur. Le régulateur extérieur est un merveilleux paravent pour la multiplication des process. C'est formidable. Si vous voulez vraiment vous cacher derrière les process, vive les régulateurs extérieurs, parce que eux, ils vous donnent tous les prétextes nécessaires pour les faire. Alors, première difficulté, la confiance maintenant. Vous avez raison, madame, dans votre question. Quand on lit toute la littérature qui sort aujourd'hui sur comment pourrait-on manager autrement, même si tout le monde ne prononce pas le mot, mais si je regarde ce que l'on fait chez Michelin, si je regarde ce que l'on fait chez Bic, si je regarde ce que l'on fait chez Decathlon, etc., pour vous dire qu'il y a de l'espoir, c'est vrai que la confiance est un thème majeur. Le problème, madame, c'est qu'en France, comme l'avait expliqué feu M. Perfit, nous sommes une société de défiance et pas une société de confiance. À la différence des États-Unis, par exemple, qui sont une société de confiance et pas une société de défiance. Et donc, quand vous dites en France simplement à quelqu'un « fais-moi confiance », la première chose qu'il fait, c'est de se demander ce que vous lui cachez. Ben voilà. Donc, il faut se poser la question « comment je peux faire pour établir
un minimum de confiance. Je parle de la confiance au travail qui va permettre d'avoir des relations confiantes au travail. Et je voudrais juste dire, parce que votre temps est compté, une chose, pour que tout le monde y réfléchisse. La condition sine qua non de la confiance, c'est d'accepter de réduire l'incertitude de son comportement. Excusez-moi, la formulation est un peu complexe, mais vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un dont le comportement est aléatoire. C'est-à-dire que si vous êtes, vous, un manager, et que les gens viennent vers vous un jour en vous posant la question A, vous répondez d'une certaine manière. Le lendemain, quelqu'un vous pose la même question, vous répondez d'une autre manière. Et le troisième jour, d'une troisième façon, ça veut dire que votre comportement est absolument imprévisible. Et la prévisibilité du comportement, accepter d'avoir un comportement prévisible, c'est la condition pour qu'on vous fasse confiance. Et je noterai que accepter d'avoir un comportement prévisible, c'est ce que les philosophes appellent un comportement éthique. L'éthique, ce n'est pas être honnête. L'éthique, c'est accepter d'être prévisible pour les autres, ce qui se heurte à une réalité sociologique, parce que la sociologie nous complique les choses, lorsqu'elle nous dit que finalement le pouvoir dans les organisations réside dans l'incertitude que vous contrôlez et dans le fait de ne pas trop être prévisible sur le maniement de cette incertitude. Donc pour pouvoir travailler en confiance, il faut que vous arbitriez entre la prévisibilité nécessaire de votre comportement pour que les autres vous fassent confiance et d'autre part le minimum d'incertitude que vous allez garder parce que ça vous semble essentiel à votre pouvoir.